Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, dans le cadre du premier festival international du film de Cannes 1939, ainsi que dans le cadre de la soirée Ciné-Club, la Cinétech Le Monde, pour la présentation du film en compétition La règle du jeu de Jean Renoir, France, nous avons le plaisir d'accueillir sur scène Pascal Ferrand et Laurent Cantet, accompagnés par Antoine Debac. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait plaisir d'avoir toujours cette salle quasi pleine. Alors le film que vous allez voir ce soir n'est pas en compétition. Il s'en est fallu de peu, mais je vais raconter ça après avoir donné la parole à Pascal Ferrand. Bonsoir. Je voulais vous dire bienvenue pour cette deuxième séance de la Cinétech, mais surtout, plus surprenant peut-être pour vous qui êtes dans la salle, bienvenue à ceux qui suivent cette séance en direct sur leur ordinateur, puisque c'est ça le concept de ce ciné-club, c'est que c'est à la fois un événement physique et un ciné-club en ligne que les utilisateurs du site peuvent suivre directement sur leur ordinateur s'ils veulent. Voilà. Je vous résume pour ceux qui ne seraient pas au courant en 2 mots le concept de la Cinétech, qui est une chose dont nous sommes quand même assez fiers. C'est un site donc de vidéos à la demande qui permet de louer des films sur Internet. Et c'est une idée qu'on a eue au départ à 3 réalisateurs, qui sont Cédric Clapiche, Laurent Cantet et moi-même. Et c'était l'idée de demander à des réalisateurs du monde entier la cinquantaine de films qui comptent le plus pour eux, qui ne sont pas forcément les films les plus importants de l'histoire du cinéma, mais ceux qui comptent le plus pour eux intimement, qui les constituent comme cinéphiles puis comme cinéastes. Et c'est l'addition de toutes ces listes qui forment le catalogue de films visibles sur la Cinétech. Et c'est évidemment dans l'ensemble des très très grands films. Et il y en a actuellement plus de 1200. Voilà. Et on avait aussi un autre rêve qui s'est concrétisé récemment grâce à un partenariat avec le journal Le Monde, qui était de créer une sorte de ciné-club en ligne. C'est aujourd'hui la 2e séance et on était ravis d'arriver à se glisser et à faire un partenariat avec le Festival de Cannes 1939 et d'en profiter pour montrer quand même sans doute l'un des plus beaux films du monde qui date de 1939 et qui est donc La règle du jeu de Jean Renoir, dont Antoine va vous dire quelques mots, ce qu'il veut. Oui, juste, je ne vais pas vous parler vraiment du film, je vais juste vous dire que ce film sort effectivement à Paris. Il est montré en avant-première le 7 juillet 1939, donc on est vraiment dans le contexte du Festival de Cannes qui se tient pendant l'été, qui se prépare pendant le mois d'août et qui doit commencer le 1er septembre. C'est vraiment un film qui est absolument contemporain du Festival de Cannes 39. Il est l'avant-première au Colisée le 7 juillet, la sortie nationale le 8 juillet. On ne peut pas dire que ce soit un grand succès. C'est un film qui est très controversé en fait quand il sort à ce moment-là en France. Et c'est un film qui va disparaître assez vite de la circulation, évidemment, avec la guerre, et qui ensuite a un destin un petit peu particulier, puisque la version qui est désormais la version, disons, canonique de ce film, c'est une version qui ne va être reconstituée qu'en 1958. C'est une version qui fait donc 1h47, je crois, et la première version, celle qui sort en 1939, en fait, une version que Renoir ne reconnaîtra pas, qui a été coupée de plus de 10 minutes, en fait, par sa femme, Marguerite, qui était sa monteuse, et de laquelle il était en train de se séparer. Enfin, tout ça est une histoire assez tendue, on va dire. Renoir part en Italie, et voilà, il laisse un film qui est à la fois un film qui est extrêmement important pour lui, mais qui n'a pas pu mener totalement jusqu'au bout. Et c'est cette version qui va circuler pendant
jusqu'en 58, notamment à la Libération et après-guerre, sous une forme un peu particulière, puisque le négatif de 39 est détruit dans un bombardement en 41 ou 42. Et donc, ce ne sont que des copies de copies qui circulent. Donc, Renoir est vraiment extrêmement peiné, choqué par tout cela. Il ne va pas jusqu'à renier le film, mais et il va falloir donc une redécouverte de ce film dans cette version un peu tronquée, notamment par les jeunes cinéphiles de l'après-guerre, pour que enfin certains puissent se lancer dans une sorte de, non pas de restauration, mais de restitution du film sous la conduite de Renoir, qui n'aura lieu donc finalement qu'en 58. Donc voilà, c'est un peu ce destin-là aussi qu'il faut connaître pour apprécier ce film, au sens où c'est un film qui a, disons, dont la reconnaissance et le succès, et la reconnaissance surtout comme un grand film, peut-être un des plus grands films effectivement de l'histoire du cinéma, est très résistible. Hein. Bon, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. Et donc voilà, c'est l'action aussi de la cinéphilie d'après-guerre, et notamment du tout jeune François Truffaut, hein, qui voit le film pour la première fois à 14 ans, en 1946, et qui, voilà, pour Truffaut, et je trouve que c'est très intéressant que ce soit justement des cinéastes qui vont s'emparer du film. Truffaut dit que c'est avec Citizen Kane d'Orson Welles peut-être le film il appelle ça le film des films. C'est le film qui déclenche le plus de vocation de cinéaste. Et pour lui, c'est le critère peut-être principal de l'amour qu'il peut porter à un film. Donc voilà, bonne projection de ce film des films. Donc on vous retrouve après pour un débat. Je rajouterais juste une chose, c'est que le film des films, ça ne veut pas forcément dire un chef-d'œuvre, et que ça me semble beaucoup plus agréable de découvrir le film en se disant, si ça se trouve, ça n'est qu'une petite chose, qu'on en profite mieux. C'est pas du tout un film parfait, c'est pas du tout un film écrasant, c'est un drame gai, comme disait Renoir. À tout à l'heure. Bien, nous nous retrouvons pour ce débat, cette discussion sur la règle du jeu. Il y a une règle du jeu à l'intérieur de la règle du jeu, au sens où vous allez poser des questions, ça fait partie de la règle du jeu, justement. Et donc, il y a un micro qui va circuler. Comme la salle est grande, et qu'il faut absolument que vous attendiez d'avoir le micro pour parler, voilà, il faut bien repérer. Et donc, les deux hôtesses sont très importantes, hein, pour faire circuler le micro. Voilà. Moi, je voulais commencer en posant la question, je dirais, qui est un peu rituelle, de ce film. Pour vous deux, fait partie de la liste des 50 films que vous avez choisis. Et je voulais savoir pourquoi. Est-ce que Laurent Cantet, tu as choisi la règle du jeu dans tes films, les films qui t'ont constitué? Bonsoir. D'abord, je pense que la règle du jeu, c'est le film que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. Et je me souviens de l'avoir vu étant presque enfant, à la télévision, au ciné-club certainement, à l'époque où la télévision faisait encore ce travail-là. Et je me rappelle l'avoir vu comme une espèce de grande farce, de l'avoir lu comme un bordel monstrueux, avec des gens qui couraient dans tous les sens, avec ce plaisir des quiproquos. Et ça m'avait beaucoup fait rire, je pense. Je l'ai revu quelques années plus tard, et là, d'un seul coup, d'abord, sa dimension tragique m'a sauté aux yeux, et j'avais été surpris de ne pas l'avoir décelé, ou de ne pas avoir voulu m'en souvenir étant plus jeune. Et puis sa dimension politique aussi, qui m'a aussi, peut-être parce que là j'étais en mesure de le décrypter, m'a sauté aux yeux. Et en fait, ce que je continue à trouver magnifique dans le film,
c'est que ces deux aspects-là cohabitent et même se nourrissent l'un l'autre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le film prend en charge le désordre d'une époque et que la mise en scène elle-même le fait magnifiquement sans non plus être... c'est pas Orson Welles. C'est pas un truc qui nous dit à tout moment regardez le beau plan que je vous fais, regardez la virtuosité de ce que je suis capable de mettre en scène. J'ai l'impression que ça relève aussi d'une espèce de grand désordre que Renoir orchestre tellement bien que justement on ne sent pas cette virtuosité qui pour moi est malgré tout époustouflante, quoi. Tu veux répondre toi aussi ou... Comme tu veux. Alors moi, le film ne fait pas partie de mes 50 films. Le Renoir que j'ai retenu, c'est une partie de campagne qui a été un choc encore plus important pour moi que la règle du jeu. Mais évidemment, je ne peux que être d'accord avec Laurent. Je pense que ce qui est l'une des choses pour moi les plus sidérantes du film, c'est d'une certaine façon peut-être là où il a constitué une sorte de... là où il a donné le là à des descendances entières de cinéastes en France. En premier lieu, évidemment, la Nouvelle Vague. Et c'est comment le film, comment Renoir, je le sens... j'ai tout le temps l'impression que son obsession première, c'est de rendre chaque plan vivant. C'est son appétit aussi d'ailleurs. Enfin, on le voit bien. Enfin, c'est pas du tout un hasard qu'une des plus grandes scènes du film soit la scène de repas et enfin une des scènes les plus importantes en plus sur ce qu'elle raconte de l'époque et sur la question de l'antisémitisme, où la seule réponse de défense de comment sans arrêt recédé par qu'à la mise en et donc de et où son obsession c'est que pour que tout ça le plus je ne sais pas comment dire parce que d'addition de ces deux pôles et la façon dont sans arrêt plusieurs pôles se mettent ensemble. Un film où on a c'était presque au tournage par moment. Enfin, Truffaut disait ça, mais il y a assez de ça, quoi. Moi, j'ai l'impression que ce qu'il arrive à me faire oublier quand je vois ces scènes de virtuosité, c'est qu'il est effectivement un virtuose, quoi. Je le vois pas et je suis juste dans une espèce d'éblouissement de cette force de vie qui est continuellement là et aussi certainement de la bienveillance qu'il a pour tous ses personnages. Et ça, je crois que c'est aussi une des choses qui quand tu parlais de traitement égalitaire, je pense que c'est pas seulement une position théorique ou c'est aussi que j'ai l'impression qu'il aime ses personnages et que pour moi, c'est même quand il m'est arrivé de mettre en scène des personnages qu'a priori non aimables, je n'arrive pas à les filmer si je ne les aime pas. Et là, j'ai l'impression que lui, c'est là. Et d'ailleurs, sa participation au film en tant qu'acteur, j'ai l'impression que c'est aussi une façon de participer à cette fête-là, quoi. Et je le trouve hyper touchant. Enfin, moi, c'est une des figures comme ça de cinéma qui me revient dès que je pense à la gaucherie qu'on peut avoir, à la difficulté qu'on peut avoir à trouver sa place dans un groupe. Enfin, et l'image de Renoir courant dans la fête pour enlever sa peau d'ours, que personne ne va l'aider à sortir, dont personne ne va l'aider à sortir, moi, me touche énormément, quoi. Et il y a cette phrase qui est certainement la phrase la plus citée de toute l'histoire du cinéma, peut-être. Le problème dans la vie, c'est que tout le monde a ses raisons. Eh ben, je pense que le film l'illustre du début à la fin, quoi. Qu'il donne les mêmes
les mêmes chances et le même espace et la même attention à chacun de ces personnages, même quand il s'agit d'un personnage qu'on verra une fois dans le film, quoi. Moi, je suis aussi tout à fait sur la même longueur d'onde vis-à-vis du film. Et je trouve que ce qui est, pour moi, qui en fait un des plus beaux Renoir, c'est précisément l'incarnation que Renoir donne lui-même par son corps, par ses hésitations, par cette gaucherie gracieuse c'est relativement rare que Renoir, enfin c'est même unique, qui se donne ce rôle-là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui incarne cela dans ses films. C'est généralement d'ailleurs son frère, hein. Et là, tout d'un coup, voilà, il le prend à lui et il ose, avec beaucoup je crois, de joie, hein, d'après ce qu'il a dit. Une des choses qui lui a beaucoup plu, hein, sur le tournage, c'est qui lui a fait peur aussi, mais qui lui a beaucoup plu, en fait, c'est de pouvoir assumer un rôle comme ça. Et alors c'est à la fois un rôle, mais il n'y a pas c'est ça qui est beau dans la règle du jeu, il n'y a pas de rôle secondaire, voilà, c'est Octave, et je dirais c'est une sorte de faux lent, de faux lourd, voilà, c'est ça qui est très très beau, je trouve, et ça rejoint absolument ce que vous venez de dire sur le film de l'imperfection. Voilà, c'est ce qui est beau dans la règle du jeu, c'est cette sorte la manière de repousser la perfection, de repousser le chef-d'œuvre, hein. Et donc voilà, cette façon d'incarner cela par son corps, par son personnage d'Octave, je trouve ça très très émouvant, en fait. Oui, puis il y a une chose magnifique qu'il dit, mais que je trouve on peut sentir par moments, c'est qu'il dirige de l'intérieur du plan en tant qu'acteur. C'est-à-dire que tout d'un coup, il peut intervenir sur le rythme interne d'un plan parce qu'il est acteur dans le plan, quoi. Et ça, c'est merveilleux. Et la façon dont il est en position d'être quand même tout le temps au milieu, enfin, c'est le personnage entre deux classes, et qui réunit comme ça les contraires, ce qui est quand même une des obsessions du film en permanence, quoi. La tragédie et la légèreté et la profondeur, le drame et la tragédie et la gaieté. Enfin, oui, Bonsoir. Comment est-ce que vous interprétez le fait que le personnage de Schumacher, deux fois ils disent Schumacher parce que c'est un Autrichien, donc, mais ils disent Schumacher tout le film. Est-ce que vous y voyez un lien avec l'époque entre deux guerres, etc. ou pas? Parce que c'est quand même assez frappant dans le film. Il dit, à un moment, il parle de Schumacher, puis il y en a qui disent non, Schumacher, n'oubliez pas d'où il vient. D'abord, je pense qu'il n'est pas autrichien, lui il est alsacien. Oui, donc peut-être que. Mais en tous les cas, je pense qu'effectivement le film nous parle aussi de cette guerre qui approche. Il l'a tourné quelques mois avant la guerre, entre le traité de Munich et la guerre, quoi. Et je pense que c'est pas non plus un hasard si comment elle s'appelle, Christine, oui. Et elle autrichienne, enfin que c'était aussi une façon de parler de cet instant de l'histoire, quoi. Oui, d'ailleurs vous l'avez dit tous les deux, c'est un film politique. Et c'est un film, bon, qu'on peut inscrire dans un contexte politique qui est. C'est vrai que Renoir a fait le film après Munich. Après les accords de Munich. Donc, avec cette ambivalence que Renoir a toujours, d'ailleurs, admise, hein. Il le dit dans
dans une lettre assez célèbre à Truffaut, bien des années plus tard, qu'il est un couard, qu'il est un lâche aussi par rapport à l'histoire, Renoir. Hein, il le sait. Et donc Munich, je pense que c'est quelque chose qui l'a profondément touché. C'est-à-dire que je pense que c'est un Munichois. Hein, il ne veut pas la guerre. Et il est sûrement sur ces accords de Munich. Et en même temps, je pense qu'il s'en veut absolument de cela. Et il est torturé par cela. Et le film, moi, je le vois aussi comme une sorte de satire, disons, à la Beaumarchais ou à la Marivaux, plutôt encore à la Beaumarchais, sur les Munichois. Enfin, tous ces personnages, en tout cas de la haute société, hein, sont véritablement ce qu'on pourrait appeler des Munichois. Voilà, ils sont prêts à accepter l'impossible, à accepter Hitler, à accepter le fascisme, si on leur donne la paix. Et donc, il y a quelque chose comme ça de profondément... je dirais, c'est évidemment jamais explicite dans le film. C'est pas un film ouvertement politique. C'est pas un film qui prend cette position-là. Et chez Renoir, cette position est impossible puisque lui-même il est torturé par cette chose. Il est profondément par sa nature munichois et en même temps il est profondément ulcéré par l'attitude des Munichois. Donc il est les deux. C'est toujours, on retrouve toujours cette idée. Et donc ces personnages sont aussi comme ça. Et ce qui, d'une certaine manière, à la fois, je dirais presque, sauve le film d'une position munichoise, c'est que justement, il fait la satire de ça. Enfin, c'est un Beaumarchais de Munich, en fait. Voilà, c'est une position qui est vraiment, je trouve, très passionnante et qui nourrit le film de l'intérieur et comme une sorte de malédiction, quoi, qui pèserait sur le film. Moi, à ce sujet-là, d'ailleurs, il y a un plan qui, pour moi, est un des plus beaux du film, qui est ce travelling sur le Limonaire qui arrive sur Dalio, heureux de montrer son chef-d'œuvre. Et le jeu de Dalio, à ce moment-là, moi, me touche énormément, parce que j'ai l'impression qu'il est presque en train de s'excuser d'être là, en train de s'excuser d'être ce qu'il est, et en même temps très fier de leur montrer ça. Enfin, il y a quelque chose là qui est de l'impossibilité d'exister sans être dans cet entre-deux, quoi. Oui. Moi, c'est la question politique qui me semble intéressante, mais je la vois plutôt intérieure à la France, c'est-à-dire c'est une question politique qui est posée aussi à la France. Est-ce que le film, comment vous le voyez, c'est lutte des classes ou liberté, égalité, fraternité? Et franco-française, bien sûr. Moi, ce qui me plaît, c'est que le dérèglement généralisé que nous montre le film montre aussi un dérèglement de cette classification sociale qui là, d'un seul coup, explose parce que on est attiré par la bonne, parce que d'un seul coup, les sentiments dépassent cette ligne de fracture-là, quoi. Et ce qui est terrible, c'est qu'à la fin, finalement, tout retombe quand même dans l'ordre. C'est-à-dire que la bonne va redevenir la bonne, le transfuge, Octave va repartir avec celui qui n'a pas de raison d'être dans ce château, qui est le braconnier. Enfin, j'ai l'impression qu'au bout du compte, il fait aussi un constat d'une espèce de déterminisme social qu'on a beau essayer de tromper par le désordre, on retrouve au bout du compte, quoi. Et par ailleurs, moi j'ai quand même la sensation que l'incroyable puissance du film, c'est son incroyable complexité. C'est-à-dire que c'est un film absolument irréductible à une seule lecture et pas réductible non plus à une seule vision. C'est vrai que
moi, je l'ai vu moins que Laurent, mais je l'ai vu 3 fois, et à chaque fois, on ne voit pas les mêmes choses. Parce que je pense, enfin, c'est comme ça que moi, je l'explique, mais cette association, cette confrontation en permanence des contraires, comme dans une expérience de laboratoire où on mélange des choses, et tout ça à énormément d'endroits différents, finit par produire des effets de profondeur et de complexité, d'autant que chaque personnage a ses raisons et que donc selon la vision, on s'attache plutôt à l'un ou à l'autre des personnages et qu'on peut relire le film dans cet alignement-là. Et pour moi, le film n'est pas du tout réductible à une seule lecture. Et je pense que c'est, et encore moins l'idée d'un message, c'est vraiment une peinture d'une société, extrêmement rigide sur ses règles, sur ses codes sociaux, sur ses classes sociales, et que Renoir envoie balayer par son intérêt aussi grand et son amour aussi grand de chacun des personnages et de chacun des comédiens. Et tout ça fait que je pense qu'on ne peut absolument pas trancher. Enfin, et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a eu des centaines d'articles, et c'est sans doute le film sur lequel il a été le plus écrit, chacun en ayant son interprétation, comme chacun a ses raisons. Enfin. Pour ce qui me concerne, bonsoir, vous dites qu'il y a de nombreuses grilles de lecture, et ce soir, on est dans un théâtre. Et ce qui me frappe quand je regarde ce film, c'est l'omniprésence du théâtre classique dans ce film. Parce que c'est vrai qu'il s'amuse, il a Monsieur Corneille, il cite Beaumarchais dès le départ, et c'est vrai qu'on a des personnages qui sont toujours en train de se poursuivre. C'est vrai qu'on retrouve ça tout le temps. À un moment, il y a une séquence un peu dramatique où Octave cède sa place quand il va donner le manteau, un peu comme on pourrait se retrouver dans le théâtre de Rostand. C'est troublant aussi de voir cette farce italienne tout le temps. Le personnage de Marceau est vraiment très illustratif à ce propos. Et comme moi, je suis assez béotienne du cinéma de Renoir, j'aimerais savoir quelle place tenait le théâtre dans la vie de Renoir, parce que ça, c'est aussi un hommage très vibrant au théâtre, d'après moi. C'est vrai que Renoir adorait le théâtre, hein, et son cinéma va de plus en plus aller vers et le dernier film de Renoir, c'est Le Petit Théâtre de Jean Renoir. Hein. Donc et puis bon, un film comme Le Carrosse d'Or est un film qui est complètement voilà, une sorte de revisitation cinématographique, parce que c'est pas parce qu'on aime le théâtre qu'on renonce au cinéma. Ça, c'est quand même aussi une position de Renoir. Une revisitation cinématographique de la Commedia dell'arte. Voilà, il y a quelque chose qui vibre très fort chez Renoir dès qu'il filme dans un esprit, oui. Moi, je dirais plus que du théâtre classique, c'est vraiment le théâtre du XVIIIe siècle, voilà, le théâtre qu'on pourrait appeler un théâtre presque libertin, qui a surtout cette vertu, disons, de pointer là où ça fait mal, d'impertinence. Voilà, c'est ça qui, je pense, chez Beaumarchais, chez Marivaux, sûrement que autant que il y a l'aspect les porte-claques, le côté comme ça comédie sentimentale, mais en même temps il y a cette dimension politique en fait du théâtre du XVIIIe siècle, hein, de la fin du XVIIIe siècle, et quelque chose qui anime le cinéma de Renoir et qui fait que, enfin, bon, il ne s'appréciait pas forcément, hein, et c'est aussi aux antipodes l'un de l'autre, mais qu'il y a quelque chose qui dialogue, qui va de l'un à l'autre entre Renoir et Guitry, je trouve. Hein. C'est quelque chose qui moi, m'a toujours frappé. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que chez Renoir, ça va vraiment contaminer de plus en plus son cinéma. Oui, donc vous avez absolument raison. Et c'est plutôt pas mal en fait de voir ce film dans un théâtre finalement. Et puis il y a quand même un auteur qui n'a pas été cité, qui est Musset,
qu'est Les Caprices de Marianne, parce que Renoir explique vraiment très clairement qu'il était obsédé par cette question taraudante dont parlait Antoine, mais aussi de comment dépeindre quelque chose de l'époque et de l'évidence de la tragédie qui s'avançait, enfin une très très grande porosité à l'actualité en 1939, et que, obsédé par cette question-là, il s'est dit je ne peux pas en parler frontalement, et si je faisais une adaptation très 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 libre des Caprices de Marianne de Musset. C'est un peu ça quand même au départ. Et donc il récupère comme ça trois personnages, dont le personnage d'Octave dans les Caprices de Marianne, qu'il adapte avec enfin, c'est même pas une adaptation, c'est une vague inspiration. Il en tire quelques fils, mais dans ce geste inaugural pour parler, pour dépeindre l'état de délitement de la société française, je vais en passer par une fantaisie que je vais aller chercher dans le théâtre du 18e. Et là, il y a un geste inaugural extrêmement fort. Et après, moi, j'ai l'impression que, quand même, il est sans arrêt dans une peinture de l'hypocrisie ambiante, des mensonges, de comment les gens s'illusionnent eux-mêmes, les personnages s'illusionnent eux-mêmes sur la situation, et que le théâtre, y compris par les scènes de fête, lui permet aussi d'être dans le traitement de cette question-là. Enfin, j'ai l'impression. Oui, moi j'ai aussi le sentiment que cette théâtralité, elle donne un poids incroyable aussi à toutes les scènes qui échappent à cette théâtralité. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand au milieu de tout ça, on a cette scène de massacre de la partie de chasse, j'ai l'impression que ces plans-là en ont une violence accrue. Et il y a ça, il y a évidemment la mort de Jurieu, enfin, qui renvoie très précisément à la mort du lapin qu'on a vu une demi-heure plus tôt. Enfin, et que d'un seul coup, cette cruauté-là résonne dans ce cadre beaucoup plus policé et presque codifié par les conventions théâtrales qu'on peut retrouver comme ça, que ça reste pour moi, enfin, les moments presque les plus cruels que j'ai pu voir au cinéma, quoi. Oui. Petite question aussi, peut-être qui va être énorme, mais on a l'habitude maintenant de coloriser beaucoup de films. Est-ce qu'on pourrait simplement, est-ce que quelqu'un a eu l'imagination de penser coloriser un film de Jean Renoir? J'espère que non. D'autant que quand Jean Renoir fait les films en couleur, ils sont généralement très très beaux. Donc c'est un choix de l'avoir fait en noir et blanc. Non, parce que là, c'était l'époque. Mais à l'époque, la couleur existait quasiment pas en Si, France. Elle commençait à exister, mais pratiquement pas en France. Enfin. Il n'y avait pas la technique suffisante, peut-être. Oui, la couleur existe en 1939. Alors, elle est dans la sélection de Cannes 1939. Il y a 3 films en couleur. Mais c'est quelque chose qui est une des révélations. C'est la première fois que dans un grand festival, il y a des films en couleur. Hein. C'est tout nouveau. Donc, et c'est pas en France, c'est à Hollywood. Et en Angleterre, mais parce que c'est un cinéma qui est proche d'Hollywood, en fait. Donc le cinéma... Mais c'est vrai que quand Renoir passe à la couleur, avec le fleuve, avec... voilà, et puis Franche Cancan... là, il n'y a pas besoin de coloriser les films, hein, ça c'est sûr. Bonsoir. J'avais une question par rapport aux femmes aussi, effectivement. Est-ce que vous pensez que toute l'ambiguïté de ces personnages, c'est quelque chose qu'on peut retranscrire aujourd'hui dans des films, dans une société qui médiatiquement est de plus en plus primaire? On doit être pour, contre, blanc ou noir. Et tous ces personnages ambigus et aux comportements changeants, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez raconter dans des films aujourd'hui? Normalement, c'est quand même à ça que sert le cinéma. Maintenant, on n'y arrive pas forcément. Et, enfin,
vous avez complètement raison. Enfin, je ne sais pas que vous n'avez pas raison. Je suis en accord avec vous sur la peinture décrite, la description. Le cinéma, normalement, c'était d'ailleurs l'une des définitions de Renoir, ça sert à émerveiller le monde et à combattre les clichés. À combattre les clichés, c'est extrêmement décisif. Et les combattre aujourd'hui, c'est amener des nuances, oui, j'allais dire des nuances de gris, mais maintenant, on ne peut presque plus prononcer ce terme. Mais voilà, une palette très, 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 très riche de complexité de personnages, et y compris leurs ambiguïtés, leur caractère contradictoire. Pour s'approcher d'une forme de vérité humaine. Alors je pense, oui, que c'est quand même encore possible, pas forcément avec la palette flamboyante, pas forcément en le poussant jusqu'à ce qu'en fasse Renoir, mais quand même j'ai l'impression que c'est possible. Ouais, il y a 2 ou 3 petites scènes que j'adore dans le film, et dont je trouve la récurrence extrêmement émouvante. C'est chaque fois que 2 personnages qui sont censés se détester ou qui sont censés être en rivalité se retrouvent à avoir une petite scène à 2, et où finalement, par une sorte de pure reconnaissance de l'humanité de l'autre, ils arrivent à se parler. C'est le cas des 2 femmes rivales, justement, la maîtresse et la comtesse, ou la marquise, je ne sais jamais, Christine. C'est le cas des deux hommes à un autre moment. Et ça, justement, sur la question de la richesse et de la complexité humaine, je trouve ça extrêmement bouleversant, quoi. Voilà. Laurent, toi, tu veux répondre ? Non, j'ai quand même l'impression qu'effectivement le cinéma est encore un espace dans lequel on arrive à décrire des personnages, à raconter des histoires sans forcément en juger les personnages, et où on accepte l'idée que le mal peut faire partie d'une histoire. Il y a plein de héros totalement irrecevables, et qui sont pourtant des personnages de cinéma formidables. Et ça, je pense que c'est peut-être une des définitions du... Enfin, c'est inhérent au cinéma, et que si ça, on n'y arrive plus, ben on va faire, je sais pas, on va faire, oui, peut-être des séries. Oui, il y a aussi le couple du braconnier et du garde-chasse. C'est quand même, on peut pas trouver plus irréconciliable, et ils deviennent comme cul et chemise. Alors moi, je voulais poser quand même la question qui découle un petit peu de celle qui vient d'être posée. C'est le cinéma de Renoir et plus précisément la règle du jeu. Est-ce que ça travaille dans votre travail à vous, dans vos films? Voilà, c'est une question un peu bateau et un peu immense, mais ou alors peut-être pas du tout. Moi, c'est vrai que mes films sont souvent des films de groupe où effectivement j'essaye aussi d'avoir cette espèce de regard très démocratique sur le groupe, où j'espère donner à chacun un point de vue défendable, même si je ne le partage pas. Voilà, c'est sûr que que j'y pense, enfin que je peux penser à la règle du jeu quand j'écris, oui. Et ce qui me plaît dans ce film, c'est qu'en même temps, il ne m'intimide pas. C'est-à-dire que je peux considérer que c'est un des plus grands films du monde. J'ai l'impression de pouvoir le regarder droit dans les yeux. Et ça, c'est, je pense, quelque chose de très rare, quoi. Moi, il y a qu'un... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque projet, on dialogue souterrainement avec un ou quelques cinéastes, beaucoup la nuit. Et
et c'est très bizarre, Renoir. J'ai l'impression que j'y pense pas très souvent à ces films et qu'ils sont, qui me constituent mais que c'est comme si ça en passait aussi par la nouvelle vague. C'est-à-dire que à cet endroit-là, je me sens incroyablement une cinéaste française. Enfin, et beaucoup sur la question du mélange des genres, de mélanger des éléments qui normalement devraient être opposés et de voir ce que ça produit. Et que j'ai même pas forcément besoin de voir les films de Renoir pour que ça me constitue, en sachant très bien que c'est de lui que ça vient au départ. Après, c'est vrai que sans y penser tellement pendant que je le faisais, c'est presque force m'a été de constater moi-même, une fois le film fini, que sur Lady Chatterley, il y a beaucoup plus que sur mes autres films, il y a, je pense, des filiations assez nettes et qui tiennent, je pense notamment à un mélange de mise en scène qui passe presque plus par le documentaire, enfin par accueillir ce qui est en train de se passer. Les scènes ont été beaucoup répétées, mais après il fallait accueillir sur le moment comment ça avait lieu en le filmant presque en documentaire, qui sont la plupart des scènes d'amour, et un mélange avec à l'occasion une mise en scène beaucoup plus structurée, maîtrisée. Enfin, voilà, mais c'est pas forcément très conscient au moment de l'écriture ou de la fabrication. Et pourtant, il est tout le temps là. Hein. Non, enfin. Une émission formidable sur Renoir. C'est un des épisodes de Cinéaste de notre temps et ça s'appelle Le Patron. Et je pense que c'est super beau comme titre. Quoi. Réalisé par Rivette. C'est Rivette qui l'avait réalisé avec Labarthe. Non, mais quelqu'un d'autre aussi intervient. C'est, je sais plus. Peut-être une dernière question, ou peut-être on s'arrête là. Je crois qu'il faut rendre la salle en plus. Une dernière question? Non. Eh bien, merci mille fois. On était très heureux. Merci.